Alors, si les gens veulent reprendre leur place, on va commencer avec les inventeurs, ingénieurs. Donc, maintenant, ça va être au tour de Fred Pitt de venir prendre le micro. Donc, il va vous présenter son prototype à hydrogène. Donc, je vous présente Fred Pitt, s'il vous plaît. Bonne main d'applaudissement. Merci. Moi, c'est Frédéric Pitt, pas Fred. Ben oui, c'est correct. Fred, ça va aussi. C'est ça qui est dans mon passage. Oui, OK. Peut-être, s'il vous plaît, s'il y a des gens à l'extérieur, s'il y a quelqu'un qui peut peut-être aller les chercher, leur dire qu'on va débuter ça immédiatement ou dans quelques secondes. Fait que oui, ben moi, je vais vous parler d'énergie, principalement d'hydrogène. J'ai fabriqué il y a déjà quelques années un générateur à hydrogène. Lui ici, c'est mon premier que j'ai fait il y a environ une dizaine d'années. Et celle qu'il y a sur la table à côté, ça fait environ 3 ans, 4 ans que j'ai commencé à travailler là-dessus. On va commencer par le début. J'ai préparé un petit PowerPoint. Il y a des gens qui m'avaient demandé de faire ça suite à la conférence à Rimouski, où est-ce que je n'en avais pas. Et j'ai fait un PowerPoint. La dernière fois, j'étais à l'école quand j'ai fait ça. Ça fait un petit moment. Donc, on voit l'image, une allumette avec une goutte d'eau qui brûle. C'est-tu possible de faire brûler de l'eau? Eh bien, oui, c'est possible. Et puis, je vais vous parler de ça dans quelques instants. Commençons par le début. Aujourd'hui, depuis longtemps, on constate qu'on vit dans une illusion, un monde de mensonges, un monde où est-ce que nous sommes contrôlés, manipulés, influencés. Donc, moi, pourquoi je parle d'hydrogène et j'ai aussi beaucoup d'autres, applications ou implications depuis 2 ans et demi. Juste par curiosité, y en a-tu qui me connaissent ici? OK. Donc, oui, les énergies alternatives, énergie verte et renouvelable, un pas de plus vers les énergies libres. Les énergies libres, on a parlé de Nikola Tesla, ou bien non, on peut penser aussi aux anciennes civilisations, l'Atlantide, vu Lémurie, il y a beaucoup de continents à l'époque, avant l'Égypte, où est-ce que, selon moi, il y avait des énergies beaucoup différentes de celles qu'on utilise aujourd'hui. Le savoir, c'est le pouvoir. Aujourd'hui, grâce à les Internets, l'ignorance est un choix. Nos gouvernements nous maintiennent dans une ignorance pour nous contrôler. Et ça devient de plus en plus évident, surtout depuis 2 ans et demi. Donc, je vais commencer par me présenter. Il y en avait quelques-uns ici qui ne me connaissent pas. Ben oui, je suis Frédéric Pitt. J'ai été plus connu depuis 2 ans et demi en tant que fondateur du mouvement Appel à la liberté, Action souveraine pacifique. Au début, ça s'appelait Action citoyenne pacifique et le citoyen a évolué et est devenu souverain. Je suis aussi un des cofondateurs d'une web télé libre et indépendante qui est Ma Libère TV. Et ceux qui n'ont pas vu ça encore, je vous invite fortement à aller voir ça. Il y a du nouveau matériel qui va sortir prochainement. Et aussi, bien évidemment, je suis, j'ai une formation d'électromécanicien de systèmes automatisés depuis 2011. J'ai travaillé dans plusieurs industries pharmaceutiques, industrielles, résidentielles, commerciales, etc. Il y a plusieurs sujets qui me passionnent dans la vie, et ça depuis longtemps, les énergies, les technologies, la science, la musique, la vibration, relations humaines, anthropologie, la santé au naturel, les plantes sauvages, l'agriculture, l'argent colloïdal. Je fais une parenthèse rapide là-dessus, l'argent colloïdal. Je devrais faire une vidéo prochainement là-dessus, qui est un antibiotique naturel universel, efficace pour 650 microbes, bactéries, champignons, parasites et virus. Même les bactéries qui résistent aux antibiotiques ne résistent pas à l'argent colloïdal. Je vous invite à faire vos recherches là-dessus, les amis. Ensuite, bien, oui, évidemment, l'histoire, l'archéologie, les anciennes civilisations, la philosophie, théologie, les sectes et les sociétés secrètes. Il y a beaucoup de connaissances à prendre là-dessus concernant nos gouvernements qui font partie de sociétés secrètes. Ensuite, bien évidemment, l'économie, la politique. La souveraineté, on a entendu ce matin quelqu'un dans le jeu parler, c'était quoi la souveraineté? Bien, pour moi, je vais vous dire c'est quoi ma définition de la souveraineté.
c'est un être qui n'est soumis à personne et qui ne désire soumettre personne. Et oui aussi, je participe au jeu, je suis un gambler. Donc, il y a plusieurs sujets comme ça qui me passionnent. Il y a quelques mois, j'avais fait deux vidéos avec Marc-Alain. La première, c'était sur le 5G, les micro-ondes, l'électrosmog, la pollution électromagnétique, etc. Et la deuxième vidéo qu'on avait faite, c'était chez moi, Marc-Alain était venu me voir, et on avait montré mon générateur à hydrogène. Si vous n'avez pas vu ça, mais je vous invite à aller sur la chaîne de Marc-Alain, La conscience collective et universelle. Ensuite, c'est ça, la pollution par les micro-ondes. J'ai mon détecteur de radiofréquence ici. Julie, ce matin, disait comme quoi que j'offre ce service-là. J'en offre beaucoup d'autres services aussi en tant qu'électromécanicien. Je suis un touche-à-tout. Oui, ça, c'est le logo d'Appel à la liberté. Rapidement, là, oui, on a un code d'honneur dans Appel à la liberté qui est rare et ça devrait être plus connu. Un code d'honneur, pour moi, c'est très important. Rare, c'est un acronyme pour le respect, l'authenticité, la remise en question, l'engagement et la sagesse. Donc, je vous invite, les amis, à prendre note de ce code d'honneur-là pour le rendre moins rare. Rapidement, encore, Appel à la liberté, on a des principales, quelques missions. Là, la principale étant de vérifier la diversité, parce que selon moi, c'est la clé de notre liberté. On a une mission qui est très importante aussi, de travailler à provoquer, puis je dis bien provoquer, l'éveil des consciences et d'être le battement d'aile du papillon qui va provoquer la tempête du changement. L'autre mission, faire la promotion de l'excellence et mettre de l'avant les idées, les humains bienveillants qui sont des innovateurs pour la création du vrai monde. Et là, j'ai dit la création du vrai monde. Il y a beaucoup de gens, depuis 2 ans, qui disent qu'ils veulent le nouveau monde. Moi, l'expression nouveau monde, je ne l'apprécie pas tant que ça. En anglais, c'est New World. Il manque juste le Order. Je pense que vous savez ce que c'est. Ensuite, l'autre mission, organiser, soutenir, promouvoir des événements et des projets. Depuis 2 ans et demi, avec Appel à la liberté, j'en ai organisé beaucoup, soutenu, promu des manifestations, événements. Je suis à peu près à mon actif au-dessus de 160 jours de manifestations en 2 ans et demi, dont 35 à Ottawa cet hiver dernier. Ensuite, on a une des missions qui ne fonctionne pas vraiment, là, mais avancer des fonds pour avancer des projets constructifs. Les gens, on dirait qu'ils sont de moins en moins généreux sur les donations, aux lanceurs d'alerte, etc. Il y en a qui continuent quand même, mais bon, je tenais juste à vous le mentionner, que l'option est toujours là. Sinon, oui, Appel à la liberté, Action souveraine pacifique, on est enregistré comme une OSBL. Et tous les humains qui y travaillent, moi y compris, on fait ça de manière bénévole. Pour plus d'informations, mais je vous invite à aller visionner les 6 courtes capsules qui sont la mission, le qui, le quoi, le comment, le pourquoi et le avec qui. C'est des capsules d'environ 4 minutes, 4 minutes 30, c'est vraiment pas long. Fait que 20 minutes, vous allez savoir c'est quoi Appel à la liberté, puis ça, c'est accessible sur le site internet appelalalaliberté.com. Beaucoup de réalisations, Appel à la liberté, on a été les premiers à organiser les convois, première manifestation au 25 avril 2020. Les premiers à organiser un sit-in devant le Parlement à Québec, aussi Radio-Canada à Montréal, passé 14 jours consécutifs devant Radio-Canada à Montréal pour exiger des débats publics en direct avec des vrais professionnels. Ensuite, on a déposé des mises en demeure, Legault, Arruda, Dubé, toute la clique. Ensuite, il n'y a pas eu de retour, donc on a fait des dépôts de poursuites aux criminels au quartier général de la Sûreté du Québec en 2020. Ensuite, on a été les premiers à organiser le congrès des PME, les premiers à réaliser un film documentaire sur la crise du COVID, Covidence 2020. Je vous invite à aller voir ça aussi. C'est disponible sur Ma Libère TV. Beaucoup d'autres applications qui prendraient trop de temps à vous dire aujourd'hui. On va essayer de passer plus vite dans le vif du sujet. Mais avant, il y a Ma Libère TV, comme je vous ai parlé. Allez voir ça. Il y a vous voyez, les 3 cofondateurs, François Dallaire, Jessie Mercier, qui anime le Point chaud, qui recommence la semaine prochaine. Et ainsi que moi. Les contributions volontaires sont toujours appréciées. Il y a Samuel tantôt qui a mentionné là, que les dons vont être répartis aux personnes qui sont les conférenciers. C'est apprécié parce qu'on a besoin de gaz pour continuer à avancer. Oui, l'argent, il y en a qui disent c'est sale. Oui, il y en a qui n'aiment pas donner, mais reste des gars comme Marc-Alain, comme moi, ou bien non, comme Samuel, ou d'autres qui vont parler. On fait tout ça de manière bénévole. Moi, si vous me donnez de l'argent, c'est pour me payer un voyage dans le sud. C'est pour continuer à travailler puis développer des affaires dans le même.
Fait que c'est très apprécié, vos contributions. Je vous remercie d'avance. Ensuite, avec toutes les implications que j'ai faites depuis 2 ans et demi, bien là, moi, je me ramasse sur le rapport de l'UNESCO qui a été commandé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Donc, c'est l'Université de Sherbrooke, UQAM et Concordia qui ont sorti le rapport sur le mouvement conspirationniste du Québec. Je fais partie de cette liste-là. Oui, d'un certain sens, c'est un honneur pour moi, mais j'ai quand même certaines inquiétudes de savoir que les mondialistes m'ont à l'œil. Donc là, on rentre dans le vif du sujet, les énergies alternatives, vertes, propres, renouvelables, qui sont malheureusement trop méconnues aujourd'hui. On voit ici à gauche un silo de biogaz. Moi, j'ai déjà suivi un cours sur un cours de lancement d'entreprise parce que je voulais démarrer l'industrie du biogaz au Québec en 2006-2007. À l'époque, il y avait à peine 3 entreprises qui faisaient ça. Il y avait 2 fermes et un dépotoir où est-ce qu'ils faisaient la captation des biogaz pour produire de l'électricité et de la chaleur. Suite à mon cours, j'ai été visiter des centres locaux en développement, des SADC, des centres incubateurs d'entreprises et toutes les portes étaient fermées. J'ai réalisé à ce moment-là comme quoi que l'industrie de l'énergie au Québec était gérée par un monopole, principalement la Régie de l'énergie. Et puis les deux grosses têtes d'énergie au Québec, mais évidemment, c'est Hydro-Québec et Énergir, qui était à l'époque Gaz Métro. C'est toutes des cliques. Ça. Si tu ne fais pas partie de la clique, les portes sont fermées. Ensuite, est-ce que c'est possible de tourner l'eau en feu? Mais oui, le futur est là, il est maintenant. Moi, je crois que l'hydrogène est l'énergie du futur qu'on se doit d'utiliser maintenant. C'est une énergie propre, renouvelable, quasiment infinie. De l'eau, il y en a partout. Fait qu'un générateur à achat chaud, de l'eau comme carburant, est-ce que c'est possible, selon vous? Oui. Hey, vous êtes bon. Fait que l'H2O, la formule chimique de l'eau, H2O, hydrogène, oxygène. Le 2, c'est parce qu'il y a 2 particules d'hydrogène. On voit ici le tableau périodique des éléments. Le numéro 1 en haut, c'est l'hydrogène. C'est l'élément le plus répandu de l'univers. Il y en a partout. On voit ici, l'atome, les particules, les neutrons, protons, électrons. On va voir aussi ensuite l'oxygène. Les deux séparés, c'est des comburants. Ça va flamber un peu comme quand tu allumes un briquet, ça fait une flamme. Mais je vous mets en garde. Il y a quelques personnes qui m'ont dit « Oh, mais on pourrait stocker le H2O. » Non, tu peux stocker de l'oxygène tout seul. Tu peux stocker de l'hydrogène tout seul. Mais les deux ensemble, ne faites pas ça. C'est hautement explosif. Vous voyez en arrière l'image, là, c'est une bombe thermonucléaire que j'ai mise. Oui, le H2O, ça peut être dangereux. Mais nos véhicules fonctionnent au gaz, au carburant. Du gaz aussi, c'est dangereux. Le barbecue qui marche au propane. Le propane aussi, c'est dangereux. C'est juste qu'il faut savoir bien s'en servir et avoir des sécurités. Moi, en tant qu'électromécanicien, la sécurité est très importante. L'histoire de l'hydrogène, c'est pas nouveau. Le premier à avoir fait, dégager de l'hydrogène à partir de l'eau, ça date de 1800. Donc, ça fait plus de 222 ans que ça se fait. Oui, 222. Ouais, et puis, il s'appelait, comment il s'appelait? Je pense que c'est le chimiste turquette de Mayenne. Ils ont plusieurs informations. Ça, c'est des infos. En tout cas, je ne prendrai pas le temps de vous lire tout ça, mais c'est disponible sur Wikipédia. Donc, l'hydrogène, le principal carburant du Soleil et de toutes les étoiles. Le Soleil, ce qu'on voit, c'est l'hydrogène qui brûle. C'est des réactions thermonucléaires. C'est extrêmement puissant. Puis ça fait longtemps que le Soleil brûle, puis il va brûler encore longtemps. La bombe A, ça c'est la bombe atomique. C'est un pétard rouillé comparé à la bombe H. La bombe H qui est la bombe à hydrogène. On a vu malheureusement la Deuxième Guerre mondiale, Nagasaki, Hiroshima, les bombes explosées. C'est fort, c'est puissant, mais imaginez une bombe thermonucléaire, la bombe H, c'est beaucoup, je vais dire une autre fois, beaucoup plus puissant.
Donc, d'autres informations concernant la bombage et la bombe à fission-fusion nucléaire. Cette réaction n'est ni plus ni moins celle qui se déroule naturellement à l'intérieur du Soleil, ce qui lui permet de nous éclairer, de nous chauffer à plusieurs dizaines de millions de kilomètres de distance. C'est une énergie propre, dans le sens où elle ne relâche pas directement de composés radioactifs comme le plutonium, l'uranium. Si l'homme sait la provoquer, il ne peut pas encore la maîtriser, d'où son utilisation exclusive dans l'armement. Ça, c'est triste. C'est pour cela que la fusion n'est pas encore utilisée dans nos centrales nucléaires. Ça, je l'ai mis, je vais le répéter, n'est pas encore utilisée. Bien, un jour, ça va l'être. C'est avec des personnes qui font des générateurs hydrogène qu'on va avancer et trouver des solutions pour arriver à cette énergie-là. L'hydrogène aussi a quand même un passé assez triste. En 1937, il y avait les zeppelins. Les gens, à l'époque, au lieu de voyager en avion, il y a eu beaucoup de zeppelins. Ils voyageaient avec ça. Un accident très triste, là, Édimbourg. Le 6 mai 1937, il y avait eu quand même plusieurs décès. Puis les zeppelins, à l'époque, mais c'était rempli de gaz à hydrogène. Il y a beaucoup d'applications avec l'hydrogène. Mais c'est dangereux. Fait que l'électrolyse de l'eau, c'est quoi? C'est pas compliqué, l'électrolyse de l'eau. Tu prends de l'eau, une batterie, du courant continu, et puis tu mets un anode, une cathode. Tu peux prendre un verre d'eau, une batterie 9 volts, 2 trombones, tu mets ça dans l'eau, puis tu fais de l'hydrogène. C'est simple. Il y en a qui font ça au primaire ou au secondaire, des fois dans les cours de sciences. L'histoire de l'électrolyse de l'eau ne date pas d'hier, un peu comme je disais tantôt. Là, ça fait longtemps que ça existe. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est juste que c'est méconnu. Mais encore une fois, une mise en garde. N'importe qui fait n'importe quoi, n'importe comment, ça donne un accident. On voit une photo ici, c'est un genre d'Américain, un redneck, là, qui avait pogné des pots en vitre avec des fils électriques de maison, un interrupteur, une pince. C'est n'importe quoi son affaire. Là. Ça fonctionne. Ça peut fonctionner, mais moi, je ne mettrais pas ça dans mon truck, puis je vous conseille de ne pas le faire non plus. J'avais été à l'événement La 100e vague en Beauce il y a quelques semaines. Là. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis lui aussi avait pris un bocal en vitre comme ça. Puis il n'avait pas fait attention. Il y a eu un étincelle, le bocal a explosé, il a reçu de la vitre. Ça peut être dangereux. Fait que n'importe qui fait n'importe quoi, n'importe comment, mais c'est la meilleure équation pour donner un accident. Fait que, si vous ne savez pas ce que vous faites, mais faites-les pas. S'il vous plaît. Il y a 3 types de générateurs à hydrogène les plus connus, mais c'est des wet cells, là, comme on voit ici, comme on voit dans les filtres à eau, là, comme plusieurs personnes font. Ensuite, il y a l'autre qui est les dry cells. C'est ce que j'ai moi ici sur la table en avant. Et puis le troisième en dessous, mais les deux du haut, je veux dire, les wet cells, dry cells vont dégager du HHO. Les deux gaz vont être mixés ensemble. Celle du bas, on voit ça plus dans l'industrie. On dit pour ceux qui font soit l'oxygène médical ou bien non l'oxygène pour les torches oxyacétylène. L'hydrogène, en tout cas, on voit plus ça, on va dire, en industrie, celle du bas. Les gaz vont sortir de manière séparée. Le HHO, c'est quoi exactement et comment ça marche? Le HHO, au début, c'était connu comme étant sous le nom de gaz de Brown. Brown, qui est un homme, un scientifique là, qui avait découvert et isolé ça. Ça peut être connu aussi comme étant du dioxygène ou dihydrogène. Donc, c'est HHO, c'est une expression qui vient, on va dire, des États-Unis, quand il y a eu des modes où est-ce que les gens commençaient à faire des générateurs hydrogène. Allez voir sur YouTube, allez voir chercher sur Internet, il y en a une multitude de personnes qui font des générateurs hydrogène partout sur la planète. Donc, encore d'autres explications. Là. Je ne prendrai pas le temps de lire tout ça, là, parce qu'on m'a limité un peu dans le temps. Marc-Alain a parlé pendant 2 heures. Moi, je ne vous prendrai pas 2 heures. C'est ça, comme je disais, il y a des tonnes d'informations sur le net. Il y en a un que j'aime beaucoup. Moi, c'est HHO Connection. Ceux et celles qui veulent avoir des infos, allez voir ça sur YouTube. HHO Connection, qui est en Californie. Ce gars-là donne beaucoup de renseignements intéressants. Ensuite, en bas, on voit ici HHO Rimouski. C'est un gars de Rimouski qui faisait des générateurs à hydrogène, mais malheureusement, il a cessé. Mais son site Internet est toujours en ligne et il y a une mention comme quoi qui dit « Nous ne sommes plus en opération. Notre site demeure ouvert pour fin de référence seulement. »
Là-dessus aussi, il y a beaucoup d'informations. Ce qui est le fun, mais c'est tout en français. Un des cas les plus connus, les plus célèbres concernant les générateurs à hydrogène, mais c'est Stanley Meyer, qui est dans les années 80. Il avait inventé un générateur qu'il avait mis sur un dumb buggy qui avait traversé les États-Unis. Puis lui, son dumb buggy fonctionnait 100% hydrogène. Il n'y avait pas de carburant, il n'y a pas d'essence, pas de diesel, c'était juste à l'hydrogène. Il n'y a pas grand monde qui ont réussi à refaire ça. J'aimerais ça y arriver un jour. C'est avec des personnes comme ici, comme je rencontre Marc Alain, le Comité Sciences et Nouvelles Technologies, mais ça nous donne des idées, le fait de se rencontrer et d'échanger. On voit ici le dumb buggy de M. Stanley Meyer. Stanley Meyer, un citoyen américain, 1940-1998, un homme avec la capacité de penser. Il s'est construit un dumb buggy qui fonctionnait à l'achat chaud. H2O, ou plus communément appelé de l'eau, en 1988 qu'il a fait ça. Question. Alors, pourquoi vous et moi, aujourd'hui, on ne conduit pas dans des autos que nous pourrions remplir à partir de nos boyaux d'arrosage? Après tout, l'Amérique n'est-elle pas un pays qui accueille et récompense les nouvelles technologies? Heureusement, non. Aujourd'hui, nos gouvernements le contrôlent par la corruption et la cupidité. On voit Nikola Tesla ici à gauche qui a vécu un peu le même traitement que Stanley Meyer. Ils n'ont pas tué Nikola Tesla, mais ils l'ont quand même délaissé. Ils ont tout accaparé ses travaux, ils ont détruit ses travaux. Donc, Nikola Tesla a bel et bien existé, tout comme Stanley Meyer. Tous deux ont été victimes d'un système de corruption motivé par la cupidité. Stanley Meyer, mais lui, s'est fait assassiner. Il était en train de souper dans un restaurant avec des investisseurs de Belgique. Et puis, il n'a pas voulu vendre ses brevets. Il n'a pas voulu se laisser corrompre. Donc, malheureusement, il s'est fait empoisonner. Ça a fait le tour de plusieurs médias aux États-Unis. Il y a quand même des articles de journaux, des sujets intéressants. Ça, c'est un des schémas du générateur à Stanley Meyer. Comme je dis, il y a beaucoup de recherches. L'histoire de l'hydrogène ne date pas d'hier. On voit ici, je vais vous le dire en anglais, Water is a part of automobile history. In this image, la Fiat Stanglini, la 750 Sport, qui a gagné, là, je pense que je vais le traduire en français, qui ont gagné la Coupe de Tobruk Tripoli, la course en 1939. Dans ce cas-ci, l'eau était vaporisée dans la chambre à combustion pour augmenter le refroidissement. Donc, ce n'est pas nouveau mettre de l'eau dans un moteur. On parle de 1939. Même Ferrari aussi, il y avait une chambre de vaporisation sur le moteur. Il y a un film aussi assez intéressant avec Keanu Reeves et Morgan Freeman qui parle justement de création de générateurs d'hydrogène. Juste qu'on le voit à peu près juste 15-20 minutes, là, puis le restant du film, c'est Keanu Reeves qui se sauve le genre de la CIA pour éviter de se faire tuer. Fait qu'on va revenir dans le moment présent. Pourquoi installer? Parce que là, il y a beaucoup de gens, là, ce qu'ils veulent, c'est avoir un générateur à hydrogène sur leur voiture. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Bien, la première, c'est réduire la consommation de carburant, sauver de l'argent, réduire la pollution. Quand on branche un générateur à hydrogène sur un moteur, ce qui sort en arrière, c'est plus du monoxyde de carbone. Une histoire triste, là, il y a sûrement des gens qui ont déjà entendu quelqu'un qui s'est suicidé, qui a pris un tuyau, qui a mis ça sur le muffler, puis il a rentré ça dans le char. J'en ai connu un ami qui a fait ça, malheureusement. Mais bon. Si on met un générateur à hydrogène sur un moteur, il n'y a plus moyen de faire ça. C'est propre ce qui va sortir. Ça réduit d'environ 90% des émanations polluantes de moteur. Puis faire ça, bien évidemment, mais ça contribue à faire connaître la technologie. Ça aide au financement de recherche et développement, puis ça contribue à la création du vrai monde. Quelle quantité, beaucoup de gens me posent cette question-là, quelle quantité de gaz HHO dois-je produire pour mon moteur? Bien, le meilleur exemple, c'est une Mustang 5 litres. Tout le monde connaît une Mustang 5 litres. Pourquoi on dit 5 litres? C'est parce qu'il y a 5 litres de volume dans la chambre à combustion. Où est-ce que les pistons, les cylindres, là, le volume de ces espaces-là équivaut à 5 litres. Donc, on prend 5 litres, on divise en 2, ça donne 2,5. Donc, le générateur hydrogène que je vais installer sur un Mustang, ça me prend 2,5 litres de production HHO à la minute.
On va commencer à partir de là, puis ensuite, on va faire un certain fine-tuning. C'est sûr qu'il y a une différence avec les chars d'époque, on dit des années 70-80, des chars à carburateur versus des automobiles aujourd'hui à injection avec toute l'électronique, les ordinateurs de bord, les oxygen sensors, les master flow, tout ça va faire en sorte de compliquer la mise en place d'un générateur à chaud sur un véhicule. Je vous invite aussi, à ceux et celles qui veulent en faire, d'utiliser des bons matériaux, des matériaux de qualité. On voit ici à l'image, à droite, c'est beaucoup plus propre qu'à gauche. Ça va dépendre des matériaux utilisés. Puis là, ce qu'on voit, là, je ne sais pas si vous le reconnaissez, là, mais c'est un fouet à œuf avec une genre de laine d'acier. C'est juste pour dire qu'on peut faire du hache à chaud avec quasiment n'importe quoi. Mais c'est la qualité des matériaux qui va faire en sorte de déterminer la quantité d'énergie qu'on a besoin pour produire, la durée de vie aussi de la cellule générateur. Donc, opter pour des matériaux de qualité, c'est important. Les composants principaux d'un générateur, vu qu'on fait de l'électrolyse, mais là, on parle d'une anode qui est positive et une cathode qui est négative. Ensuite de ça, on va ajouter, on va dire, des plaques de neutre, faire de l'électrolyse de l'eau. Mettons une voiture, la batterie, ça marche sur le 12 volts, mais on n'a pas besoin de 12 volts. 1,5 à 2 volts, c'est suffisant pour, pour produire la production d'hydrogène, faire de l'électrolyse. 1,5 volts, c'est quasiment rien. Fait qu'il y a des matériaux de qualité. Le meilleur, à ma connaissance, c'est du stainless type 316L fini 2B. Mais ça, le fini, moi, je le modifie moi-même. Puis l'épaisseur d'une plaque, c'est du 18 gauge. Ensuite, on voit les plaques d'extrémité, moi j'ai mis des plaques de plexiglas. C'est pas mal des matériaux que moi j'ai récupérés quand je travaillais en industrie. Puis on voit aussi en bas encore là, la spatule à œuf, le fouet à œuf, la lette d'acier. C'est des matériaux qu'on peut utiliser, mais je vous les recommande pas. Les plaques d'extrémité, les joints d'étanchéité, aussi communément appelés des casquettes. On soit prendre du caoutchouc, ben non, du néoprène. Ça fait très bien le travail. Bon, ensuite, les ingrédients pour faire fonctionner le générateur. Le premier ingrédient, évidemment, c'est de l'eau. Mais pas n'importe quelle eau. Je ne vous recommande pas de prendre l'eau du robinet ou pas de l'eau en bouteille, de l'eau minérale. Non, je vous recommande de prendre de l'eau distillée de qualité. On peut acheter ça en pharmacie. Là. Il y a de l'eau distillée de qualité, on va dire médicale. Moi, j'y vais avec ce type d'eau-là. Ensuite, ça prend un électrolyte parce que plusieurs personnes sont étonnées comme quoi que l'eau n'est pas conductrice. Ça prend un électrolyte pour améliorer la conductibilité électrique de l'eau. Moi, j'utilise de l'hydroxyde de potassium qui est pur à 99,9 %. C'est un ingrédient qui est utilisé. Il y en a qui ici, quelqu'un que j'ai entendu, qui fabriquait du savon artisanal, mais c'est un ingrédient pour fabriquer du savon. J'ai mis du sel de table et de la petite vache en bas. Oui, ça va marcher, ça va améliorer la conductivité électrique de l'eau, mais le générateur va finir par s'encrasser. Donc, si vous utilisez ça, là, ça va prendre un rinçage, un nettoyage, toute de la cellule. Et va finir par chauffer. Puis, c'est pas l'idéal d'utiliser ça, mais oui, ça peut fonctionner. Ensuite, l'alimentation électrique du générateur. On marche en courant continu et non pas en courant alternatif. Ce n'est pas le courant qu'on a dans les prises de 120 volts dans une maison qu'il faut prendre. C'est vraiment du courant continu, comme une batterie de voiture. On peut aussi utiliser l'énergie solaire pour faire de l'hydrogène. Ça peut être intéressant aussi. Mixer les énergies, énergie propre, énergie verte. On voit ici aussi une pile à hydrogène. Ça, je vais une petite parenthèse rapide là-dessus. Dans le fond, le générateur, moi, j'envoie de l'électricité, il sort du gaz. Mais l'inverse est vrai aussi. On envoie du gaz, il sort de l'électricité. Un peu comme un moteur, un ventilateur de plafond. On envoie de l'électricité, le ventilateur se met à tourner. Mais fais tourner ton ventilateur, ça devient un alternateur, une génératrice qui va produire de l'électricité. Fait que la pile à hydrogène est très intéressante. Il y a des voitures qui fonctionnent à ça aujourd'hui.
Donc, on parle d'électricité, mais les éléments de faire de l'électricité pour mesurer, contrôler, vérifier, mais c'est un multimètre. Ceux et celles qui veulent faire un générateur, mais je vous invite aussi à faire une certaine petite formation de base de comment utiliser un multimètre. Ensuite, quelles sont les composantes d'une unité pour produire du HHO? Là, je vous ai parlé du générateur hydrogène qui est le cœur de la machine, mais il y a d'autres éléments aussi qui rentrent en ligne de compte là, pour avoir une machine intéressante. Ça, c'est le cœur de la machine, le générateur à hydrogène. Ça, c'est celle qu'on a vue avant. Ça, c'est ce qu'on appelle une dry cell, une cellule sèche, qui est beaucoup plus sécuritaire qu'une wet cell, une cellule mouillée. Le problème là-dedans, ou le risque là-dedans, ce qui pourrait arriver, mais c'est que dans le haut, où est-ce que le gaz s'accumule, l'anode et la cathode, où est-ce que le courant électrique passe, il pourrait avoir un risque d'étincelle et donc un risque d'explosion. C'est déjà arrivé. Ça, c'est, ils appellent ça en anglais, ils appellent ça des stacks, ou moi, je vais dire en français une unité. Donc, on voit le positif, négatif, ainsi que 5 plaques de neutre. Les plaques de neutre, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Si on prend un multimètre puis on met ça, on mesure entre le plus et le moins, on va avoir 12 volts. Si on met une plaque de neutre, on divise en deux. Si on en met un autre, on vient diviser. C'est pour ça que tantôt quand je disais qu'on a besoin juste de 1,5 à 2 volts pour faire l'électrolyse, les plaques de neutre vont servir à diviser la tension électrique. Donc, c'est pour ça qu'il y a des plaques de neutre. Ensuite, fait que oui, c'est important aussi de savoir comment calculer la puissance maximale de son générateur. Je vous mets ici la formule. Ça, cette formule-là, c'est disponible. Je l'ai pris, moi, sur la chaîne YouTube de HHO Connection, que je l'ai mentionné tantôt. Et pourquoi savoir la puissance maximale de son générateur? C'est justement pour éviter la surchauffe du moteur, ce qui va faire en sorte de le détériorer ou bien non de décharger sa batterie. C'est important de contrôler ce qui rentre pour savoir ce qui sort. Donc ensuite, pour contrôler le courant, la puissance, le voltage, l'ampérage, ça prend un PWM, qui est un Pulse Wide Modulation, ou en français, un modulateur de largeur d'impulsion. Avec ça, tu contrôles très bien, on va dire, la production de gaz que ton générateur va faire. Si tu branches ton générateur directement sur la batterie, tu n'as aucun contrôle dessus, il va finir par surchauffer. Et ça peut être dangereux quand ça surchauffe, ça. On a vu tantôt l'hydrogène, la puissance qu'il y a là-dedans, ça prend un contrôle, puis ça, c'est de la sécurité. Comme je disais tantôt, la sécurité est très importante pour éviter les accidents. Et ce PWM-là, ce qui est le fun là-dessus, c'est qu'on va venir aussi contrôler la fréquence. Marc-Alain a parlé de fréquence, de résonance, des choses de ça. Ça, moi, c'est un peu là-dessus que je suis rendu présentement. Là, je suis un peu bloqué, là, mais trouver la résonance de l'eau pour améliorer la production de HHO d'un générateur. Ensuite, évidemment, on a besoin d'un réservoir pour mettre l'eau et l'électrolyte. Ensuite, une pompe. Moi, je préfère utiliser une pompe sur le générateur. Pourquoi une pompe? Parce que l'eau va circuler mieux au lieu de circuler que par gravité. La pompe va faire tout le temps circuler de l'eau, ce qui va faire en sorte aussi de réduire l'accumulation de gaz entre les plaques, dans le générateur. Fait que plus qu'il y a d'eau ou moins qu'il y a de gaz, plus que l'eau est en contact avec les plaques, plus on va avoir une meilleure production. Ensuite, oui, les sécurités, comme je disais tantôt, c'est toujours important. La sécurité, donc, de premier, on voit un détecteur de niveau. Si jamais ton réservoir manque d'eau, la cellule va cesser de produire. Des clapets anti-retour, justement, pour éviter les retours de flamme. Une sonde de température, si l'unité surchauffe, on peut la faire stopper. Un flashport, c'est si jamais il y a une explosion qui se produit dans le système, la pression va sortir, s'évacuer par cet appareil-là, ce qui va éviter de faire exploser la cellule ou le bulleur. Et le bulleur qui est là, pourquoi un bulleur? C'est parce que le gaz qui est produit, il peut avoir des traces d'humidité, il peut avoir des traces d'électrolyte. Et puis, envoyer des traces d'électrolyte qui est hydroxyde de potassium dans un moteur, à la longue, ça peut être dommageable pour le moteur parce que c'est principalement fait en aluminium et l'hydroxyde de potassium va venir faire en sorte de gruger ou corroder, oxyder l'aluminium. Donc, le bulleur a son importance. Il y en a même qui vont en mettre 2, 3
tubulaires aussi, pour éviter ces problèmes-là. Ensuite, un déshydratateur, un assécheur, plus communément appelé pour enlever les traces d'humidité. Un anti-retour de flamme, ça aussi, c'est des modèles qu'on voit en industrie là, sur des torches oxyacétylène pour éviter un retour de flamme dans le système. La grande controverse de ceux qui fabriquent des générateurs à hydrogène, le second principe de la loi de la thermodynamique. Est-ce qu'on peut créer plus d'énergie? Est-ce qu'il peut sortir plus d'énergie de qu'est-ce qu'on va injecter? Ça, c'est une grande controverse. Moi, je dis que oui. Je ne suis pas encore rendu là, mais je crois que oui. Puis, le meilleur exemple, regarde, je vous ai montré des images d'explosion atomique. Tu sais, dans la bombe, avant qu'elle explose, il y a des batteries là-dedans, puis ils vont télécommander à distance pour la faire exploser. Mais tu sais, ils n'ont pas envoyé plus d'énergie, puis la bombe explose, puis une bombe, ça en dégage d'énergie. Tu sais, on part petit, on envoie un signal, puis la réaction se fait, puis l'énergie est immense. Fait que oui, selon moi, c'est possible. J'aime pas faire la comparaison avec de l'armement, des bombes, mais il reste que c'est un maudit bon exemple. Quel résultat escompté sur ma voiture? Parce que beaucoup de gens aimeraient savoir sur leur voiture, mais ce à quoi je réponds tout le temps, ça dépend de plusieurs facteurs. Le type de moteur, l'année, le modèle, l'électronique. Mettons une Audi aujourd'hui avec toute l'électronique versus un muscle car, une Mustang, on va dire des années 60-67, tu n'auras pas le même résultat. Moi, j'ai vu comme quoi qu'il y en a qui ont des voitures à carburateur qui ont eu des économies de carburant de l'ordre de 80-90%. Mais puis, versus une voiture aujourd'hui, que c'est soit zéro, non, peut-être 5, 10, 15%. Mais ça va dépendre de l'installation, ça dépend de l'entretien, ça dépend de la conception puis de la qualité du générateur. Il y a vraiment beaucoup de facteurs qui font en sorte que sur les voitures d'aujourd'hui, les résultats sont moins impressionnants que sur les voitures d'antan. Mais je ne veux pas faire mon complotiste, là, mais je pense qu'il y a des concessionnaires, l'industrie, les marques automobiles, là, je pense qu'ils font en sorte de mettre un peu des bâtons dans les roues pour empêcher ces énergies-là. En disant ça, je vais peut-être me ramasser sur la liste des pétrolières ou de l'industrie automobile. Enfin. On te bat. Oui. Moi, je pense que c'est important de penser en dehors de la boîte. Il faut sortir de la boîte. On vit tous dans des boîtes. Le soir, on va veiller dans une boîte. L'école, on va mourir, on va être enterré dans une boîte. Moi, je pense que c'est très, très important de penser par soi-même, surtout penser en dehors de la boîte. Et même si ça, j'ai marqué ça, il y en a qui disent, ouais, mais ça prend pas, il n'y a pas assez d'énergie qui sort du générateur versus de qu'est-ce qui rentre. Ouais, puis on roule pas, on pollue pas, c'est renouvelable, c'est vert. Même si ça en prend plus d'énergie à produire de qu'est-ce qui en sort, on marche à l'hydrogène. Ça change quoi? Ça change bien des affaires. On va arrêter d'utiliser le pétrole, on va arrêter de polluer. Pourquoi pas? Ça vous tente pas, vous autres? Il y a une multitude d'applications possibles. Beaucoup de gens aimeraient savoir sur leur véhicule, là, mais il n'y a pas rien que les chars. Oui, un petit auto. Moi, je mettrais ça sur mon camion. Les petites mobylettes, ça marcherait aussi. Le transport sauverait énormément de carburant en transport. Là. Les bateaux, ça, j'imagine que vous avez vu ça. Un bateau comme ça, là, ça équivaut environ à 60 millions de voitures. C'est énorme. Quand ils nous font en croire que c'est nous autres qui polluent avec nos chars, on pollue un peu. Hein, on ne fera pas l'autruche, là. Un navire comme ça, là, qui équivaut à 60 millions de voitures, puis il n'y en a pas rien qu'un peu des navires comme ça, des transporteurs de conteneurs ou de pétrole. Là. Fait que si des navires comme ça fonctionneraient à l'hydrogène, la planète et les océans seraient beaucoup plus propres. Transport aérien aussi, des applications possibles. Juste un petit clin d'œil rapide là, concernant aussi les inventions. Ça, c'est un modèle d'avion qui était le Arrow, je crois, dans les années 50, qui a été l'avion le plus rapide au monde, qui a été produit ici au Canada. La production de cet avion-là a été cessée dès le tout début. Encore comme quoi que la technologie est limitée, contrôlée par nos dirigeants. On peut mettre aussi des générateurs d'hydrogène sur des bateaux. L'industrie agricole, ça aussi, on a vu en Europe là, que récemment, là, les gros
manifestation des fermiers parce que le gouvernement a demandé de réduire de 40 leur émissions de gaz à effet de serre. Fait que si on mettrait des générateurs à hydrogène sur des moissonneuses-batteuses, des tracteurs, on polluerait beaucoup moins. Ça, c'est en industrie. On voit des boilers là, pour faire de la vapeur. Il y a beaucoup d'industries, des hôpitaux aussi là, qui servent de la vapeur pour faire chauffage des applications industrielles. Donc, ça pourrait être une application intéressante aussi pour le HHO. Les fours industriels, moi j'ai travaillé dans des compagnies alimentaires et puis il y avait des fours qui étaient alimentés au propane. Ça coûte une fortune. Pourquoi on ne ferait pas rouler ça à l'eau? Pourquoi pas? Ça, ici, on voit une table découpeuse à plasma. C'est capable de couper en moyenne des fois jusqu'à 4 pouces d'acier, mais le plasma, ça coûte cher. L'eau, ça ne coûte rien. On pourrait utiliser ça aussi. Il y en a qui ont déjà tenté de faire ça. Il y a un ami à moi, là, de la Beauce, qui avait tenté de lancer cette industrie-là avec ses machines. Et puis, justement, les portes sont encore toutes fermées. Ça, c'est des torches oxyacétylène. On pourrait utiliser le HHO aussi pour remplacer ça, qui est très, très polluant. Ça se fait déjà un peu, là, les petites torches, mais principalement comme ça, on voit c'est une genre de torche, un mini chalumeau qui est utilisé en bijouterie. Ils vont faire des soudures pour l'argent, pour l'or. Pourquoi avec l'hydrogène? Parce que c'est un gaz propre. Il n'y aura pas de contamination dans les métaux avec un gaz comme ça. Et puis, c'est une des flammes les plus chaudes aussi. Ça va monter à 2500 degrés Celsius. C'est extrêmement chaud. Et puis, où est-ce que la flamme, elle sort? On appelle ça un TIPS. Quand on va souder ou couper du métal avec des torches oxyacétylène, ne va pas toucher au TIPS. Même si ta flamme est éteinte, c'est brûlant. Mais avec l'oxyacétylène, avec l'hydrogène, excusez, ton TIPS va éteindre ta flamme, le TIPS va être froid. Il ne chauffe pas. C'est assez impressionnant, c'est assez étonnant. Et puis un autre aussi, fait intéressant, une flamme d'hydrogène comme ça, quand ça brûle, la seule émanation que ça va produire, c'est de la vapeur d'eau. Il n'y a pas d'émanation de gaz carbonique ou quoi que ce soit, c'est de la vapeur d'eau qui va venir se recondenser et précipiter sous forme de pluie éventuellement. C'est une énergie, un cycle quasiment infini. Une autre application intéressante, oui, on a tous des chauffe-eau à la maison, la plupart sont électriques, mais on pourrait avoir des chauffe-eau à l'hydrogène. Ça se fait déjà là, dans les maisons mobiles, les roulottes, là, il y a même des fours de cuisson aussi qui marchent au gaz naturel. On pourrait tout mettre ça à l'hydrogène. Le foyer, chauffer les maisons. Une autre application intéressante à l'hydrogène, les traitements, les thérapies à l'hydrogène. On peut respirer l'hydrogène. Ça a un antioxydant assez puissant. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Allez vous renseigner sur les seuls que ça intéresse. Là, il y a beaucoup d'informations accessibles là-dessus. Ensuite, j'achète dans pas long, 2-3 minutes. Donc, moi, grâce à des projets comme ça, ben, on avance vers la redécouverte du vrai monde. Puis là encore, j'utilise l'expression « le vrai monde ». Pourquoi le vrai? Parce que, comme je disais tantôt, on vit dans un monde d'illusions et il n'y a qu'avec la vérité que le mensonge, l'illusion va tomber. Donc, je vous invite tous, les amis, à rentrer dans le vrai monde. On a tous besoin de nous. Un peu comme je disais tantôt, une des missions d'Appel à la liberté étant de travailler à unifier la diversité parce que c'est la clé de notre liberté. Pour sortir de l'illusion et entrer dans le vrai monde, l'entraide, la solidarité, la fraternité sont importantes et ces valeurs se doivent être mises de l'avant. Le partage des connaissances sont un pas de plus vers la liberté que nous désirons tous. Moi, depuis 2 ans et demi, là, liberté, puis freedom, je l'ai entendu pas rien qu'un peu. Des fois, je commence à être tanné même. J'avais sorti aussi un petit texte là, concernant la liberté. Tout le monde veut la liberté. Mais la liberté, c'est le résultat qu'on veut obtenir. Pour moi, résultat rime avec équation. Donc, il y a des éléments à mettre en place avant d'arriver au résultat. Là. Et pour moi, j'ai isolé 2 éléments. Le premier étant la vérité et le deuxième étant la justice. Donc, selon moi, la vérité plus la justice va donner la liberté. Ça, c'est une phrase qu'un de mes amis, Alain, avait commencé. Il faut apprendre à faire passer le « nous » avant le « je ». Puis moi, j'avais renchéri, sinon, nous allons continuer à vivre à genoux.
J'ai mis un jeu de Monopoly en arrière. Là, justement, il est temps qu'on cesse le jeu. Il est temps que ces psychopathes milliardaires-là qui se pensent propriétaires de la terre, de nos ressources et de nos vies, il est temps qu'ils tombent, eux autres. Puis pour qu'ils tombent, il suffit que le peuple se lève et le jeu est fini. C'était ça ma présentation, les amis. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Venez me voir à ma case, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Merci. Oui. On doit faire l'applaudissement pour Ludovic. Hey, ça me fait mal d'écourter du temps pour essayer de passer tout le monde, parce que c'est super intéressant, mais moi j'ai une question. Tu parles de partage, d'informations, tout ça. Est-ce que ce que tu viens de nous présenter, c'est disponible pour tous et chacun qui ont envie, ou explique-moi ça? Malheureusement, non, c'est pas encore accessible. Oui, j'aimerais ça avoir le temps de mettre ça sur un site Internet, de mettre des plans, de mettre toutes ces informations-là dans une place centrale, mais j'ai pas le temps. On a tous une vie. Regarde-moi, depuis mardi dernier, je suis pas chez moi, je suis toujours sur la route. Faut que je travaille, il faut que l'argent rentre. Puis ça, moi, je vais faire une parenthèse rapide. Tu sais, des gars comme moi, des gars pas comme Marc-Alain, comme Jesse, puis tous les inventeurs là, qui font partie du comité sciences et technologies. Marc-Alain, tu es un putain de génie, man. Qu'est-ce que tu fais à travailler comme superviseur de chantier? S'il y aurait du monde qui débloquerait des fonds pour toi, pour moi, pour nous autres, on ne serait pas pogné, on va dire, dans le système de la machine à travailler métro, boulot, dodo en essayant de faire des projets comme ça. On a besoin justement de personnes qui vont nous aider financièrement au lieu pour avancer plus vite, parce que là, on avance à petits pas, petits pas, petits pas. T'avoue, ça me fait chier. Là. Il a totalement raison. Puis c'est la base. C'est pour ça que j'ai voulu faire la conférence d'aujourd'hui, parce que ça nous parle tous ici. Puis on a tous envie de s'impliquer. On ne sait pas comment, des fois. Puis, sachez, OK, que les contributions que vous avez données vont tous retourner à ces gars-là, parce qu'ils le méritent. Ça, là, ce que Frédéric vient de présenter, puis il y en a un autre, deux autres, peut-être trois, là, si on fait ça rapide, si vous n'êtes pas trop pressé de partir. Ils passent du temps à inventer, à faire des prototypes. Des fois, ils se font un peu, comment qu'on pourrait dire? Ramasser, tu sais, puis ils méritent pas ça. Puis il y en a qui veulent prendre possession de leur truc. Puis Chris, c'est pas facile.